de Let's Go. Donc, voilà, Let's Go est des actions pour être au plus près des besoins des entreprises recruteuses et des attentes des prescripteurs emploi et orientation. Cette année, on avait 3 volets. Comprendre, donc pour s'adapter avec les cycles des 3 événements. Le premier qui était du coup un événement autour des nouvelles manières de fonctionner dans le travail et des nouvelles attitudes. Le second événement, du coup, est tourné vers l'inclusion et l'insertion. Et le dernier événement sera autour des conditions de travail. Voilà, pour éclairer, identifier et partager les meilleures pratiques. Connecter, du coup, c'est mobiliser les prescripteurs emploi et insertion, orientation et l'enseignement. C'est pour notamment faire connaître les métiers et faciliter potentiellement après les recrutements. Et du coup, c'est Caroline qui s'en occupe avec du coup des contacts et des suivis toute l'année avec des visites, des interventions et des forums. La dernière partie est donc fédérée avec l'animation d'un comité de partenaires, mais aussi du coup une communauté sur LinkedIn et des newsletters, voilà, pour une dynamique territoriale. Je vais revenir du coup sur le premier événement. Donc, Let's Go aujourd'hui, on est parti en fait sur un angle. La profession présente une pyramide des âges qui est déséquilibrée. Et du coup, on a un taux de renouvellement qui est insuffisant, notamment sur tous les métiers, transport, logistique et supply chain. Il est aussi donc nécessaire de pouvoir rechercher d'autres publics, parfois qui sont plus difficiles à atteindre, et de pouvoir les intégrer, les inclure dans nos entreprises. Et donc, du coup, c'est aussi le sujet aujourd'hui pour lequel on va parler, donc tout ce qui est inclusion, insertion. Pour cela, on va, dans un premier temps, essayer de casser les préjugés autour des sujets d'insertion et d'inclusion. Mettre en avant des outils de recrutement inclusif. On va pouvoir avoir des témoignages et des retours d'expérience. Et enfin, finir sur des arguments pour convaincre votre direction et sélectionner les accompagnements appropriés qui existent aujourd'hui. Pour cela, aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec Gwenola Komerok, qui est chargée des partenariats à France Travail. Et dans un second temps, nous aurons du coup 2 personnes qui vont venir intervenir. Guillaume Leblanc, chef de projet RSE chez CELOG, et Aurélie Est, qui est référente interrégionale insertion et orientation professionnelle à la direction interrégionale des services pénitentiaires. Voilà, du coup, dans un premier temps, on va commencer par un petit WooClap. Je vais du coup vous demander de pouvoir aller directement sur le site WooClap et d'utiliser le code inclusion09 pour pouvoir du coup avoir la première question. Je vais donc partager. La première question, du coup, sera quels sont les publics ciblés par les initiatives d'inclusion et d'insertion? Il vous suffit, du coup, de rentrer un mot et vous pouvez en rentrer autant que vous le souhaitez. Et le lien est dans la conversation si besoin. OK. Les plus éloignés de l'emploi, des demandeurs, des travailleurs handicapés, la jeune génération, les femmes, les migrants, les personnes sortant de prison. Merci en tout cas pour cette première question. Gwenola, est-ce que tu pourrais faire un petit retour du coup sur les publics plus généraux qui sont ciblés?
Ouais, tout à fait. Merci Charlotte. Alors, je crois que là, ce que vous avez tous cité, c'est l'ensemble des publics que l'on va retrouver, en tout cas, qui sont, on pourrait les appeler des publics un peu atypiques, ou en tout cas fragilisés. Donc on va retrouver bien sûr les personnes en situation de handicap parce que ce sont des personnes qui ont une difficulté sur le marché du travail à retourner vers l'emploi. Ils représentent à peu près 10% de la demande d'emploi. On va retrouver bien sûr aussi les seniors, les femmes sur certains métiers, les migrants, et puis les freins qui amènent en tout cas ces publics-là quelquefois à avoir des difficultés pour retourner vers l'emploi. Et vous l'avez très bien cité, les personnes non véhiculées par exemple, ou comment dire, on pourrait dire avec aussi une faible qualification pour autant. Donc voilà, oui Charlotte, c'est vraiment en tout cas tout ça font partie des publics éloignés de l'emploi, mais toujours au vu d'un bassin d'emploi, d'un territoire et au vu d'un secteur d'activité. Voilà. Merci, Gwenola. Je vous propose de passer à la seconde question, qui du coup sera quels sont les principaux obstacles que vous pensez rencontrer à l'inclusion et l'insertion de ces publics. C'est pareil, vous pouvez mettre autant de mots que vous le souhaitez. Manque de transport public, lecture et écriture, problématique de mobilité, manque de qualification, process complexe. Hmm. Merci pour ces premières réponses. Gwenola, est-ce que tu as... Ah bah, je crois qu'on a un public très averti parce que lorsque je vous lis, enfin je lis, c'est vraiment, enfin je crois que vous avez vraiment cité l'ensemble des obstacles parce qu'on retrouve bien la maîtrise de la langue, des méconnaissances par exemple de profils existants, des postes qui peuvent manquer d'adaptabilité, la lecture, l'écriture. Donc non, je trouve que là on retrouve vraiment et on pourra en échanger ensuite dans le webinaire. Mm. Je vous propose de passer à la dernière question qui est un QCM, notamment sur la question de la différence entre l'inclusion et l'insertion. Euh, je vous laisse y répondre et on pourra reprendre la définition dans un second temps. Je vous laisse encore une petite minute pour pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent répondre?
Du coup, sur cette question-là, quelle est la différence entre l'inclusion et l'insertion? On avait bien ensemble choisi du coup la réponse numéro 1. L'inclusion consiste à adapter l'environnement pour que tout le monde puisse participer pleinement, tandis que l'insertion consiste à intégrer une personne dans un environnement existant. Voilà, je vais me permettre de changer, de repasser sur le PowerPoint pour qu'on puisse vous donner plus précisément du coup la définition que nous avons choisi de vous partager. Gwenola, je te laisserai la présenter. Ouais, alors un petit détour au niveau d'insertion inclusion. Vous voyez la petite affiche au début, le petit schéma que vous avez, intégration ou et inclusion. En fin de compte, il n'y a pas d'opposition entre ces deux concepts. Ça, c'est un point essentiel. C'est juste que ça ne répond pas aux mêmes logiques. Parce que l'insertion va reposer plus sur l'individu, sa capacité individuelle à entrer dans un groupe, alors que l'inclusion va, lui, demander et l'inviter, le groupe à faire un effort pour accueillir la personne. Ça, c'est vraiment la différence. Donc la terminologie est celle-ci. L'inclusion représente un rôle actif qui incombe à l'organisation et à ce titre à l'entreprise. Celui-ci de comprendre les différences individuelles pour proposer à chacun et à chacune un cadre adapté, alors que l'insertion invite l'individu à se conformer aux règles et aux normes et aux valeurs d'un modèle dominant. Ça nous invite tous, et ça peut-être, la Charlotte nous le dira, à nous questionner, en tout cas à modifier notre paradigme, et invite les entreprises à évoluer dans des pratiques de recrutement. Merci Gwenola. Du coup, voilà, sur cette petite partie Book Lab, c'était plus voilà, pour se redonner un petit peu les mots-clés, un petit peu tous les questionnements voilà, qu'on pouvait avoir autour de l'insertion et l'inclusion. Comme on en parlait, les difficultés de recrutement en transport, logistique et supply chain imposent du coup d'élargir le vivier des candidats et d'intégrer des personnes avec des profils qu'on appelle atypiques. Et comme le disait Gwenola, ça nous invite en fait à repenser et à se re-questionner. Et ce qui aura une incidence finalement aussi sur les pratiques de recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Dans un premier temps, moi, je souhaitais, Gwenola, vous poser une question sur, d'abord, pourriez-vous en gros me dire ce que l'on entend par la discrimination à l'emploi? Parce que ce mot discrimination ressort aussi souvent dans les questionnements des personnes autour de l'inclusion et de l'insertion. Alors, voilà. Alors, c'est un rappel pour parler de discrimination. Donc, la discrimination, elle est encadrée par la loi. Euh, Deux articles, trois articles même. Donc, on appelle une discrimination directe une situation dans laquelle une personne est traitée pour un motif discriminatoire de manière moins favorable qu'une autre qui se trouve pourtant dans son situation comparable. Donc, on va avoir par exemple des sujets autour de la discrimination quant à ses mœurs, son genre, enfin voilà, un certain nombre de rappels. Quant à la discrimination indirecte, c'est lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence entraîne un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres pour un motif discriminatoire. Ceci est inscrit dans le Code du travail. C'est aussi un élément important qu'on va être attentif et qu'on va partager sur les offres d'emploi en particulier. Et il faut savoir également que les articles L115, enfin 1152-2 et 1153-2 interdisent également toute discrimination sur les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigner des faits de harcèlement sexuel ou moral. Voilà, c'était un simple rappel parce que c'est aussi inscrit dans la loi ce sujet de la discrimination. Et on sait qu'il est important. Et il est important, notamment quand on souhaite du coup aussi pouvoir recruter des personnes avec des profils atypiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, il existe des méthodes qu'une entreprise peut utiliser pour attirer ces candidats atypiques, des méthodes de recrutement? Ouais, tout à fait, Charlotte. En fin de compte, comme le marché du travail s'est totalement retourné depuis quelques années,
et que désormais l'entreprise doit pouvoir attirer pour rencontrer des candidats et convaincre. Et France Travail et les partenaires, on est là pour l'y aider. Recruter autrement, c'est surtout et avant tout accepter d'accueillir des publics auxquels l'entreprise n'aurait pas du tout pensé. Spontanément en tout cas dans les dernières années et penser spontanément au-delà de tout ce qui est compétences techniques en fin de compte. Donc on va pouvoir lui apporter différentes méthodes qu'on va là je vais pouvoir détailler par exemple sur comment attirer un peu différemment. Donc il y a un premier volet, c'est valoriser l'image, les valeurs et l'identité et les avantages distinctifs. Parce que comme je le disais, il faut que l'entreprise attire, donc il faut qu'elle puisse valoriser son image. Le deuxième, il faut qu'elle puisse informer sur les contextes de travail et l'environnement. Ça, c'est aussi un sujet essentiel qu'on partage et on invite les entreprises à ouvrir leurs portes avec les partenaires lors, par exemple, de semaines thématiques ou des événements que portent, par exemple, les partenaires sur différentes actions. Et enfin, le dernier point, c'est faire connaître son entreprise avec des périodes d'immersion. L'immersion facilitée, c'est un dispositif qui est déjà assez connu, qui permet pendant une journée, 2 jours, jusqu'à 15 jours, d'ouvrir ses portes et de mettre en situation une personne dans l'entreprise. Vous voyez ces images-là, les trois images complémentaires sur la diapo. Et ben vous avez le CV recruteur, par exemple. Ça, c'est par exemple une méthode innovante pour permettre à l'entreprise de recruter. Elle crée son CV, on l'accompagne pour ça, pour justement créer un CV recruteur. Donc on y retrouve vraiment son propre CV avec les caractéristiques de l'entreprise, les valeurs, enfin voilà ce qu'on pourrait y retrouver. Le job dating inversé, par exemple, est encore une nouvelle méthode parce que derrière, on va vraiment inverser les rôles. On va permettre de sortir des codes de recrutement classiques. C'est ce qu'il faut retenir en fin de compte du traditionnel CV, lettre de motivation, entretien. On va mettre en place des job dating inversés au cours duquel l'entreprise va devoir convaincre les candidats de le rejoindre et répondre à ces questions. C'est en ça qu'on va parler de job dating inversé. Donc l'idée, c'est toujours de casser des codes, de pouvoir justement rapprocher des publics, des profils de l'entreprise. Merci. Et donc, dans un second temps, on attire. Et pour recruter, quels sont les outils de recrutement existants? Alors, voilà, bah là vous les avez tout à fait, en tout cas à l'affichage. Donc, immersion facilitée. Donc, c'est lorsque vous avez un doute, par exemple, sur un candidat et que vous vous interrogez pour savoir s'il va, en tout cas, faire l'affaire, vous avez la possibilité de le tester. Alors ça remplace pas la période d'essai bien sûr, hein, mais vous avez la possibilité de le tester en entreprise. On vous accompagne pour ça parce qu'on va travailler avec vous les éléments de compétences. Vous allez pouvoir le tester sur un 5 jours. On va venir faire le bilan avec vous aussi, ce qui va nous permettre à la personne ensuite de construire et de l'accompagner dans son parcours, que ce soit en entreprise ou vers l'emploi. On va retrouver le job dating inversé qui permet d'attirer, mais qui est aussi vraiment une technique de recrutement. Et puis le stade vers l'emploi. Alors le stade vers l'emploi, c'est un exemple ça qui a été qu'on a vraiment développé depuis à peu près 2 ans. Qui permet après un temps, surtout le matin, de partage d'activités sportives, tout ça dans l'anonymat. Et puis ensuite un déjeuner informel, de susciter des entretiens de recrutement dans l'après-midi qui sont de fait beaucoup plus détendus de part et d'autre et beaucoup plus efficaces et qualitatifs derrière parce que justement on a aussi levé toutes les freins, les représentations que peuvent avoir de part et d'autre à la fois les candidats comme les entreprises sur des profils euh, comment dire un peu atypiques. On est toujours dans cette idée de
de convaincre, enfin, voilà, de convaincre, de permettre à des personnes de se montrer sous un autre jour qui est autre que le CV. Et donc, on va retrouver aussi la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode qui a largement fait ses preuves parce elle est vraiment déployée déjà depuis pas mal d'années. Elle permet d'élargir surtout le sourcing, hein, donc à des candidats qui sont, on dira donc atypiques, alternatifs. On va aller chercher des attitudes sur des exercices qui ont été construits en analogie du poste de travail. Elle va mettre en évidence des habiletés qui sont déjà détenues par le candidat et qui seront nécessaires aux tâches que devront réaliser, qu'il devra réaliser dans l'entreprise. Elle est sans CV, il n'y a pas de diplôme exigé et justement, elle est une solution à de nombreuses problématiques de recrutement. Elle, elle permet justement de rencontrer des profils sur la base de ses habiletés. Voilà, il y a l'entretien de motivation ensuite qui vient déterminer euh, comment dire, le recrutement. Juste un mot pour vous dire que ça, ce sont des méthodes de recrutement. Mais derrière ces méthodes de recrutement, il y a toujours un dispositif d'accompagnement, soit vers une formation qu'on met en œuvre avec les partenaires, avec les organismes de formation, avec les OPCO, qui, comment dire, souvent on construit un parcours ensemble qui permettent justement que le candidat détienne les compétences dont vous avez besoin demain. C'est très clair, merci beaucoup. Suite au recrutement, on sait aussi que parfois, ces profils atypiques vont être recrutés, mais par souci finalement d'inclusion dans l'entreprise ou de fidélisation des problématiques, ils ne restent pas forcément. Du coup, comment peut-on, quels sont les outils pour fidéliser ces collaborateurs? Alors, alors, comme il fallait dans un premier temps attirer, c'est-à-dire soigner son image, présenter l'environnement de travail, voilà, on va reboucler là avec justement un sujet qui est autour de l'investissement dans l'intégration. Je crois que le mot, il est très fort, investissement, parce que c'est vraiment investir quand on recrute. On sait que c'est un coût, mais c'est aussi un investissement dans l'avenir de son entreprise. Euh, et donc le terme, c'est intégration et formation. Ça, c'est important pour fidéliser. On va soigner ce qu'on appelle l'expérience candidat avec des différentes thématiques, avec par exemple une réponse rapide qu'on va apporter. On va éviter d'y mettre des réponses, de justifier des réponses négatives, hein, vous voyez, enfin, certaines thématiques. Et puis on va bien sûr prendre en compte la pluralité des besoins. Et donc là, on recoupe avec insertion-inclusion, c'est-à-dire qu'il faut aussi comment dire, avoir sensibilisé quelquefois son collectif de travail à l'intégration d'une personne en situation de handicap pour dire qu'elle ne va pas faire moins que les autres, mais peut-être pas pareil, qu'il faut quelquefois du temps et il faut laisser le temps. Donc ça, c'est aussi un des éléments. Donc c'est en ça que le sujet de prendre en compte la pluralité des besoins est important, à la fois de ses propres collaborateurs comme celui qu'on va intégrer. Et puis soigner l'expérience candidat parce que on sait bien que ça fait partie de l'image qui se joue derrière pour nourrir la motivation. Je voulais dire et aussi sur fidéliser, sur l'intégration, on le verra, mais comme on travaille avec un grand nombre de partenaires, on a des partenaires qui viennent en tout cas favoriser l'intégration dans l'emploi et je pense par exemple au Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. On en vient du coup à ma dernière question. Quels sont les partenaires disponibles pour accompagner les entreprises dans ce recrutement? Alors, bah, forcément, il va y avoir. Alors, bah, moi, je vous explique. Alors, forcément, il va y avoir le réseau pour l'emploi. Derrière le réseau pour l'emploi, il y a France Travail. Alors, France Travail que je représente, mais on travaille en réseau. On travaille avec les Cap Emploi, on travaille avec les missions locales pour justement proposer des profils aux entreprises. On se met ensemble
Et l'idée, c'est on recueille un besoin d'une entreprise et le besoin de votre entreprise, par exemple, de se mettre en réseau et de vous proposer de manière coordonnée des profils pour cette offre d'emploi. Et ensuite, en termes d'acteurs d'accompagnement, alors on est 3 grands acteurs à accompagner des publics. Forcément, France Travail, les missions locales pour les jeunes et les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Derrière, on travaille avec beaucoup d'autres partenaires qui sont présents sur le territoire. On va travailler avec principalement, par exemple, les OPCO, parce que quand il va falloir qu'on monte un dispositif de formation pour votre entreprise, parce que derrière, il faut adapter un plan de formation, on va travailler main dans la main avec l'OPCO, par exemple. À l'inverse, on va travailler aussi avec la GFIP pour mettre en place des aides à l'emploi. Ou encore, on va pouvoir travailler avec l'AFPA, des réseaux consulaires aussi. En tout cas, on va travailler en commun pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse et des éléments de réponse en termes de service. C'est ce qu'il faut retenir pour l'entreprise comme pour le parcours du candidat ou du demandeur d'emploi, de la personne qui va rechercher un emploi. Je ne sais pas si Charlotte, tu voudrais que je détaille, mais... Non, mais ce que je peux proposer, c'est que est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là que vous souhaiterez poser? Vous pouvez les écrire à l'écrit ou lever la main. C'est très clair de mon côté, en tout cas. Merci beaucoup. Il y a une question qui est en train de s'écrire. Le temps pour mettre en place une immersion facilitée. Alors, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui s'appelle Immersion Facilitée qui a permis d'accélérer tout l'aspect administratif qui était lourd auparavant. Donc, je dirais quasiment de manière... sous 2 jours, parce que sur cette plateforme d'immersion facilitée, vous vous inscrivez par exemple votre entreprise, vous indiquez les dates et le métier sur lequel vous proposez. Le candidat va se positionner automatiquement et si vous acceptez, France Travail va vérifier bien sûr la légalité, etc. de la convention et la convention va pouvoir s'imprimer automatiquement. Donc ça va très vite en fin de compte. Donc je dirais 2 jours à peine. Merci pour ce retour. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Gwenola pour ces réponses. Donc, on a pu voir, on a pu découvrir les outils permettant d'attirer, recruter et fidéliser des profils dits atypiques. Donc, du coup, ne pas se baser seulement sur le CV et les compétences de chacun et chacune, mais aussi en ayant la possibilité de s'appuyer sur les différents accompagnements et acteurs existants. À présent, je vous propose du coup de passer à un petit retour d'expérience de Aurélie Est, donc du coup qui est la référente interrégionale insertion et orientation professionnelle de la direction interrégionale des services pénitentiaires, et qui du coup voilà, nous présentera les différentes initiatives existantes pour former et recruter le public carcéral, notamment dans les métiers logistiques et transport, et comment ces personnes peuvent être accompagnées dans leur réinsertion. Je te laisse, Aurélie, prendre la main et partager ta présentation. Merci. Alors, je vous partage tout ça tout de suite. Ouais. Donc effectivement, moi je suis référente interrégionale insertion et orientation professionnelle au niveau de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de sigles, c'est très long. Pour moi, notre objectif, c'est de travailler justement sur le travail, la formation et la réinsertion des personnes qui ont été incarcérées. Et donc, pour cela, on a plusieurs volets. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la partie travail, formation et insertion.
Je déroule, on vous partagera de toute manière après ce support et puis vous n'hésitez pas par la suite à poser vos questions. Alors, je vous donne quelques informations parce que je ne suis pas sûre que vous êtes informés de tout ce qui existe sur notre direction interrégionale. Donc, ça recouvre 3 régions, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Hein. Donc, on a quand même une interrégion assez dense avec 24 établissements pénitentiaires. Dans ces 24 établissements, on distingue 14 maisons d'arrêt. Alors, la maison d'arrêt, c'est pour les personnes soit prévenues, soit pour des peines inférieures à 2 ans. 2 centres de détention, donc ça c'est pour les peines supérieures à 2 ans. Des centres pénitentiaires qui mélangent et maisons d'arrêt et centres de détention. Et il y a aussi des établissements pour mineurs. Il y a également 3 SAS, alors pas sur la Bretagne, mais qui sont au Mans, à Caen et à Nantes. Et on a plus de 9000 personnes incarcérées, avec notamment la prison, l'établissement de Rennes-Vezin qui a la plus forte densité de personnes. Alors, il faut savoir que l'insertion professionnelle est une politique prioritaire du gouvernement, notamment avec le travail en détention, la formation et l'accompagnement vers l'emploi. Parce que l'objectif, c'est de lutter contre la récidive. Parce que accompagner une personne en détention, notamment dans son projet professionnel et sa remise en emploi, lutte de fait contre la récidive. Et donc, du coup, l'objectif aujourd'hui est d'arriver à 50% de personnes détenues et donc en détention, en emploi ou en formation. Donc, ça veut dire que pour cela, il faut qu'on développe autant la formation que le travail de manière assez importante en détention. Alors, le premier volet, c'est le travail pénitentiaire. Donc, toutes les personnes détenues qui le souhaitent peuvent travailler en détention, sauf pour un motif qui est le motif de bon ordre et sécurité. Donc, le travail permet la rémunération de la personne, permet d'indemniser les victimes et d'améliorer le quotidien en détention. Je vous ai mis un petit focus sur notre carte, sur tous les établissements qui existent sur notre DI et du coup, dans les établissements, tous les différents ateliers qu'il y a, que ce soit des activités numériques, du façonnage, de l'aéronautique, un centre d'appel, de la confection du textile, la métallerie, etc. Et on peut aussi avoir des surfaces disponibles, notamment sur Brest, où on recherche très régulièrement des entreprises pour s'implanter en détention. Donc, un petit focus, quand vous aurez le support, vous pourrez beaucoup plus prendre en connaissance. Donc, pour le focus travail, on a des zones dédiées qui sont mises à disposition en fait par l'établissement à l'entreprise, et les personnes peuvent travailler soit dans ces ateliers sur du façonnage, de la confection, etc., mais aussi de la boulangerie, mais également au service général pour entretenir directement l'établissement. Donc, c'est la cuisine, la boulangerie, de la blanchisserie, du nettoyage, être auxiliaire en bibliothèque, etc., etc. Toutes les photos que je vous mets sur ce support sont des photos qui ont été prises en détention. Ce n'est pas des simples photos d'illustration, c'est important pour vous voir aussi, pour vous permettre de voir qu'il y a aussi une technologie et une technicité que les personnes en détention apprennent et sont en capacité par la suite de pouvoir reproduire certains gestes à l'extérieur. La petite particularité du cadre juridique en détention, c'est que les personnes sont payées 45% du SMIC, donc à peu près 400 à 450 € par mois. Les charges sociales sont inférieures. On a des contrats d'emploi pénitentiaire, donc c'est vraiment un contrat classique. Et toutes les entreprises qui s'implantent en détention signent un contrat d'implantation. C'est un peu technique, mais c'est important de passer par là. Donc, comme je vous disais, la rémunération du travail permet aux personnes détenues, effectivement, d'améliorer leur quotidien, et ce qu'on appelle de pouvoir cantiner, de soutenir leur famille à l'extérieur et dédommager les parties civiles.
Mais surtout, et c'est ça qui est important nous concernant, c'est surtout l'acquisition de savoir-faire sur des postes, notamment quand le degré de technicité est élevé, notamment en métallurgie, le développement numérique, la plomberie, etc. Autant de savoir-faire qui peuvent être essentiels à l'extérieur. Ils développent aussi un savoir-être, notamment la ponctualité, le respect des règles, etc. Donc, ça leur permet aussi de sortir de leur cellule, de maintenir un rythme de travail. Parce qu'effectivement, on sait, lorsque la personne elle est incarcérée, qu'elle reste longtemps en inactivité, elle peut perdre plein de choses. Et donc, l'intérêt, c'est de garder cette activité professionnelle et tous les liens qui lui donnent un rythme au quotidien. Et aussi d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles, puisque on va dire que bien souvent, les personnes qui intègrent les détentions sont peu ou pas qualifiées. Et donc, du coup, ça leur permet vraiment d'acquérir déjà d'obtenir un travail et d'acquérir de nouvelles compétences qui sont parfois adossées à des formations qualifiantes et qui permet d'être valorisées à l'extérieur à la sortie de la détention. Donc là, je vous ai mis également quelques-uns des savoir-faire qu'on a en prison. De la confection, de la menuiserie, du façonnage, etc. Autant d'activités qui permettent de développer le savoir-être et le savoir-faire. On a également, et c'est là qu'on est beaucoup plus à même dans le secteur de la logistique et du transport, c'est le développement de formations professionnelles qui sont mis en place par la région. Donc, comme je vous disais, la formation professionnelle permet à la personne incarcérée, donc du coup, de se former de la même manière que ce qui existe à l'extérieur dans le cadre du droit commun. Et depuis 2015, c'est toujours la région qui intervient pour mettre en place des formations conjointement avec la direction interrégionale, mais aussi avec les besoins des personnes incarcérées. Et les besoins, notamment en fonction des métiers qui recrutent. Et donc, régulièrement, on peut changer les formations puisque le secteur travail évolue régulièrement. Et donc, on essaye de s'adapter de plus en plus au secteur travail et aux besoins de main-d'œuvre et en fonction des métiers en tension. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ces formations, elles sont financées par la région et en plus, la personne incarcérée est rémunérée pour sa participation à la formation. Donc, elles sont proposées effectivement en détention. Ça peut être des formations qualifiantes, mais aussi des préqualifications, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la découverte métier, pour justement connaître et développer déjà des appétences, mais aussi des habiletés sociales et professionnelles. Je me suis permis de vous faire un petit focus sur la région, sur chaque région et notamment la région Bretagne qui nous intéresse, avec pour les métiers de la logistique des formations d'aide magasinier et la possibilité de passer le CACES. Et on peut aussi avoir des préqualifications découvertes des métiers de la logistique et du transport. Et donc de là, effectivement, ça permet également d'évaluer si la personne, elle est à même ou pas de continuer à travailler dans ce secteur. Et enfin, le dernier focus, c'est l'insertion professionnelle, où là, c'est vraiment une mission du SPIP, donc on parle beaucoup par sigle, les services d'insertion et de probation, où l'objectif, c'est de préparer à la réinsertion des personnes détenues et assurer le suivi des mesures et des peines exécutées en milieu libre, ou ce qu'on appelle le milieu ouvert. Donc l'insertion professionnelle, bon, je ne vais pas vous le représenter parce que du coup, ça a déjà été bien représenté. Mais du coup, nous, l'objectif, c'est de prévenir, comme je vous le disais, c'est de prévenir la récidive et contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes. Et donc pour ça, on organise régulièrement, on met en place des dispositifs, alors notamment le dispositif PPIP, parcours personnalisé d'accompagnement à l'insertion professionnelle pour les personnes qui souhaitent travailler leur projet professionnel ou
notamment pour les personnes qui ont pu travailler un certain temps en intérim mais qui ne savent pas trop encore ce qu'elles souhaitent faire ou comment elles souhaitent évoluer, pour les personnes qui souhaitent changer d'activité professionnelle et découvrir d'autres secteurs. On a également, et là du coup en lien avec France Travail, des conseillers justice France Travail qui interviennent en détention. Dans chaque maison d'arrêt ou établissement, il y a un conseiller France Travail et on a aussi un conseiller mission locale, donc plutôt pour les catégories jeunes, où l'objectif c'est d'accueillir et d'informer les personnes sur leurs droits, donc d'inscrire les personnes ce qu'on appelle en catégorie 4 PMJ et de les accompagner dans leur recherche d'emploi ou projet de réinsertion professionnelle. Régulièrement également, nous faisons venir des entreprises pour informer sur les secteurs d'activité, sur les métiers en tension, mais également pour recruter. On fait régulièrement des recrutements en détention avec les entreprises qui ont des besoins, j'allais dire, assez importants. Par contre, il faut prendre en compte qu'on ne peut pas recruter sous forme d'urgence, c'est-à-dire que la personne, si on recrute en détention, il faut compter 2 à 3 mois grand maximum, le temps de faire toutes les démarches pour permettre à la personne d'être libérable, enfin déjà d'être permissionnable et ensuite libérable. Donc, nous, on travaille avec des entreprises qui ont conscience qu'il faut ce temps de la détention et de la peine, parce qu'on ne peut pas aller outre, mais régulièrement, on a des personnes qui au bout, enfin, une fois qu'une entreprise est venue, d'ici 2-3 mois, elle sort pour travailler avec cette entreprise. Et c'est un vrai projet de vie qui permet à la personne, et notamment au juge, d'être sur ce volet insertion-réinsertion. Et ça a tout son impact. On organise également régulièrement des job dating, forum emploi, forum insertion, enfin, je dirais peu importe le nom qu'on leur donne, parce qu'on a aussi fait une forme de stade vers l'emploi la dernière fois, où là, l'objectif, c'est de faire venir les entreprises, mais aussi le secteur de l'IAE, les agences de travail temporaire, les organismes de droit commun, pour vraiment échanger sur les droits, les besoins et mettre, on va dire, un premier pied à l'étrier pour la personne et lui permettre de trouver du travail à sa sortie. Et dans l'autre sens, ça permet aussi aux entreprises et aux personnes et aux recruteurs de découvrir le monde carcéral et comprendre aussi les contraintes judiciaires que cela représente et se rendre compte de ce que c'est que l'environnement au sein de la détention, parce qu'on a aussi des préjugés et se rendre compte que les personnes qui peuvent être en détention, oui, effectivement, ils ont pu avoir un souci avec la justice, mais que demain, ils peuvent aussi sans problème se réinsérer en société. Et je fais un focus sur justement cette transition dedans-dehors, hein, puisque en fait régulièrement, un tiers des personnes incarcérées sont donc du coup incarcérées en détention, mais il y a 2 tiers de toute la population pénale qui est en milieu ouvert. Mais donc milieu ouvert, c'est à l'extérieur comme n'importe qui. Et bien souvent, les employeurs ne savent pas qu'ils ont déjà pu recruter des personnes incarcérées, notamment, des personnes sur le milieu libre, pardon, elles ne sont pas incarcérées, notamment si elles si elles ont un bracelet électronique, des choses comme ça. Bien souvent, et dans, on va dire, 95% des cas, tout se passe bien. Et il y a déjà eu, en fait, un lien qui a déjà été fait sans le savoir par les recruteurs. Donc, c'est important de le savoir parce que dans les équipes, avoir une personne qui a un bracelet électronique n'est pas forcément un frein pour son insertion et sa réinsertion. Et donc, de plus en plus, on développe le lien dedans-dehors, c'est-à-dire des dispositifs, donc notamment de France Travail, avec notamment la détection potentielle ou des MRS, donc les méthodes de recrutement par simulation, qu'on fait venir en détention, où là, avec un petit groupe, on réalise un peu les éléments qu'il y a à réaliser. Et dans un second temps, on peut mettre en place des stages, des immersions professionnelles pour la personne incarcérée, pour qu'elle commence à mettre du lien avec l'entreprise et
Dans un troisième temps, on a la phase recrutement. Et c'est vraiment un cheminement et un accompagnement qu'on réalise au quotidien, donc avec les conseillers en SPIP, mais aussi France Travail, les missions locales, les organismes de formation, etc., etc. À savoir qu'il existe aussi en détention des structures IAE, donc pour les personnes encore plus éloignées de l'emploi. Il existe aussi de l'apprentissage et des entreprises adaptées. Donc ça, c'est pareil, c'est des focus qu'on aime faire parce que les gens souvent ne connaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, on a un panel assez varié d'entreprises, de travail, d'ateliers et de formation dans chaque établissement. Alors, là, c'est un petit peu compliqué à peut-être à lire, mais en tout cas, pour illustrer, à BSL, par exemple, il y a eu un travail de mener avec le centre pénitentiaire de Vezin, la conseillère France Travail et la conseillère mission locale conjointement pour justement recruter des personnes en détention, où il y a eu tout un accompagnement sur quelques mois qui a permis justement, sur le groupe de 5 personnes, il me semble, de recruter 3 personnes de recruter 3 personnes pour BSL. Donc là, on est vraiment sur l'exemple concret du partenariat et de la mise en lien des personnes incarcérées avec des entreprises qui permettent à l'issue un recrutement. Donc, je vous ai mis la petite photo. Et également, vous avez des éléments pour aller plus loin et qui vous permettent d'illustrer différemment sur le travail en détention, la formation et la réinsertion à l'issue. Voilà pour moi, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage. J'ai peut-être été rapide, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de revenir sur certains points, mais ça, je pense que ça illustre autant le partenariat avec France Travail, mais aussi avec les besoins réguliers des métiers qui peuvent y être en tension et les personnes que nous avons en détention et qui sont tout à fait sans difficulté pour travailler à l'extérieur. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat ou à lever la main. Je vous renverrai de toute façon la présentation et il y aura le contact de Aurélie Est qui vous permettra de la contacter par la suite si vous avez d'autres questions. Pas de questions. On pourra revenir à la suite ou à la fin de ce webinaire. Du coup, dans un second temps, je vais repartager ma présentation et accueillir Guillaume Leblanc, qui est chef de projet. Hop, j'arrive tout de suite. Chef de projet RSE chez CELOG et qui va nous faire un retour sur les projets et les actions qui sont mises en place dans l'entreprise en termes d'inclusion sur des métiers directement liés à la logistique chez CELOG. Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour, merci. J'ai eu un petit moment de... J'ai cru que j'allais pas pouvoir participer. Il y a eu une petite alarme en début de session, j'ai eu peur. Mais c'est bon. La connexion est bonne. Vous m'entendez bien? Ok. Alors effectivement, moi je vais vous présenter un peu ce qui a été mis en place chez CELOG. CELOG, c'est la filiale logistique du groupe Beaumanoir. Le groupe Beaumanoir, rapidement, c'est les enseignes textiles, donc la vente de vêtements sur des marques comme Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Carole, Morgan. Il y en a tellement maintenant que j'arrive plus à toutes les citer, mais il y a les marques Quicksilver, Roxy, Billabong qui ont été acquises récemment sur la partie Europe. Donc ça fait un beau terrain de jeu. Et en termes d'activité, donc on fait en chiffre d'affaires, on se répartit 50% sur du transport et 50% sur de la logistique. Et c'est ce qui nous permet aussi d'aller sur du recrutement ou sur des métiers assez inclusifs sur les compétences et les différents profils dont on a besoin. On a 10 sites aujourd'hui en France. Donc, en moyenne, c'est à peu près 60 personnes sur un site. Donc, ça reste quand même des entreprises, enfin, en tout cas des sites logistiques à taille humaine, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir mettre en place pas mal d'actions inclusives. Donc, sur les sites, on a des clients en groupe Beaumanoir et puis des clients en groupe Beaumanoir.
Il y a une volonté sur tout ce qui est aspect RSE, il y a quand même une grosse volonté depuis maintenant plusieurs années d'aller de l'avant. Alors sur l'aspect environnemental aussi, hein, on est ISO 14001, donc sur tout ce qui est un peu plus environnement, et sur l'aspect, ce qui nous intéresse sur l'inclusion, il y a un accord handicap qui est côté groupe et qui donc est sur 3 ans et qui permet en fait d'allouer des fonds sur des actions alors spécifiques handicap, un peu plus restreint que l'inclusion, mais qui en fait est un gros levier pour déjà avoir des fonds nécessaires pour mettre en place des actions et surtout pouvoir travailler avec des ESAT ou avec des prestataires et d'autres prestataires sur lesquels on ne penserait pas forcément si on se pose pas la question, tout simplement, ou si on ne creuse pas les sujets, quoi. Donc, pourquoi est-ce on s'est lancé là-dedans chez Celog? En fait, il y a une volonté de la direction et souvent ça partira un peu là-dessus. Et puis, avec l'accord groupe aussi. Aujourd'hui, il y a un référent sur chaque site. En fait, c'est ce qui nous permet aussi de relayer les informations. Donc, moi, je gère en fait la partie un peu animation de ces référents-là. Et les référents, ils ont un rôle de relais sur le terrain, où ils sont référents. Alors, j'ai mis que référent inclusion sur la présentation, mais en fait, ils sont référents inclusion handicap. On a fusionné les deux. L'inclusion a été lancée un petit peu avant le handicap. Pour faire simple, c'est deux thématiques similaires en fait. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les 8 référents que vous voyez là sont quand même animés sur la partie handicap avec un rituel mensuel. Donc ça, c'est important aussi pour que ça fonctionne, c'est que les RH doivent forcément faire partie faire partie du truc sur tout ce qui est recrutement et tout ce qui est accompagnement. Et puis il y a un côté juridique aussi. En fait, les référents inclusion ont été formés, mais très rapidement, à des bases, à des notions de qu'est-ce que l'inclusion, la définition, quel type de questions en tant que relais on peut être amené à avoir sur le terrain. Voilà, vraiment des notions assez simples, mais pour qu'ils aient un socle, qu'ils soient en capacité de répondre et d'apporter un certain nombre de connaissances. Et donc ce rituel, en fait, tous les mois, permet justement d'animer et de faire en sorte que les sujets ne tombent pas, en fait. Donc ça nous permet, avec le RH, donc le responsable RH, le référent, plus le responsable de site, de faire des points régulièrement, s'il y a des dossiers RQTH ou s'il y a des actions en particulier. Là, par exemple, sur la partie bureau, donc c'est Log Solutions, la partie un peu service support. Laetitia, qui est la référente que vous voyez en haut à gauche, du coup, a lancé l'idée de mettre en place un petit jeu. Il y a un escape game qui va être lancé et un autre petit jeu qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais qui est un peu sur la forme du jeu de loi. Et en fait, donc c'est des jeux de 10 personnes. Et ça va être aussi l'occasion alors c'est sur 1 heure, je crois, de développer les sujets de l'inclusion ou du handicap. Et justement, ça permet à des gens qui sont dans l'entreprise et qui se posent pas forcément ces questions-là ou qui n'ont jamais eu l'occasion de se les poser, de développer des choses. Donc même sur les services support, c'est aussi possible. Alors c'est pas forcément aussi facile que de travailler avec des ESAT, et je vais développer un peu après, mais c'est qu'en fait, quand il y a une volonté et puis quand on en discute, ça permet aussi d'animer cette thématique-là, quoi. Et donc tous les 3 mois, on a un comité inclusion où là, où je réunis tous les référents. Et puis, je dis elles parce qu'il y a, il y a qu'un seul homme. En fait, les personnes ont besoin, ces référents ont besoin en fait d'échanger aussi parce que c'est des gens, alors, qui n'ont pas forcément de temps en plus. Ça, c'est une notion aussi qu'il faut avoir en tête. Elles n'ont pas un créneau en plus ou un créneau dédié à ça. Donc, ça peut être parfois un petit peu plus difficile à gérer et de se dire qu'il faut vraiment garder ce rituel tous les mois parce que sinon on se fait un peu happer dans le quotidien. C'est des gens qui sont quand même à un niveau qui sont opérationnels, donc voilà, ils sont dans le quotidien à faire des actions, donc c'est un peu moins facile de réussir à se tenir sur ce timing-là. Et donc ça permet quand même de cadrer, de réussir à tous les mois de se dire, voilà, on fait le point, tiens, Laetitia, tu as une idée de lancer le jeu, comment est-ce que ça peut se faire? On en discute, il y a peut-être des freins qu'on n'a pas pensé, niveau logistique, comment on fait, qui on peut mettre dedans, alors le côté financier qu'on peut aborder aussi, parce que
combien ça peut coûter, est-ce que c'est envisageable ou pas. Et puis après, on peut aussi remonter les infos au niveau des responsables. Donc en fait, toute cette organisation permet de faire vivre, entre guillemets, la chose et que ça ne retombe pas. Je sais qu'au début, en fait, moi je suis arrivé il y a 2 ans, au début, il y avait un petit peu plus de difficultés. Il y a eu beaucoup d'énergie, énormément d'énergie au départ, quand elles ont été formées et sur les premiers mois. Et en fait, on leur demandait tous les mois de lancer des nouvelles actions, de faire des choses. Et en fait, ça, c'est... Alors, au début, bon, ça peut se faire, mais au bout d'un moment, on n'a pas forcément toujours des nouvelles actions à lancer. Et puis, juste continuer une action, c'est bien aussi. Juste continuer à recruter sans CV, c'est bien. Juste maintenir des visites qui se font, je sais pas, tous les 3 mois. Je crois que c'est Gwenola qui en parlait avant sur en immersion, c'est-à-dire on fait venir par exemple des jeunes de la mission locale ou des gens qui n'ont pas forcément d'idées sur l'avenir professionnel qu'ils peuvent avoir. Donc ça leur permet aussi de voir quels sont les métiers. Et en fait, en termes d'attractivité, c'est aussi intéressant, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que la boîte, nous, on arrive à capter des profils. Et puis, ceux qui recherchent du travail, ils sont capables aussi de voir à quoi ça ressemble un entrepôt, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les métiers qui sont développés. Et ça, c'est aussi un levier qui est intéressant pour les entreprises à mettre en place. Et puis je vais détailler, Charlotte, tu peux peut-être passer sur la slide suivante. Alors pourquoi, bon, je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est que ça donne du sens. En fait, que ce soit les référents, ou même que ce soit en fait au sein des entrepôts, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin en fait d'avoir un sens, de venir là tous les jours et de faire toujours la même chose. Bon, c'est vrai que au bout d'un moment, on peut peut-être un peu perdre le sens profond de ce qu'on fait. Et en fait, de parfois aussi avoir des profils qui peuvent être... alors, il y a différents types de profils, mais en général, c'est des gens qui peuvent être un petit peu éloignés de l'emploi. Ça permet aussi aux titulaires qui sont là tout le temps de montrer qu'ils ont certaines compétences et qui sont en fait en capacité aussi de les transmettre et de se rendre compte que dans le quotidien, en fait, ils font des choses très bien et qu'ils sont en capacité de former des gens ou de leur expliquer ou même de voir des gens qui viennent découvrir leur métier et qui s'y intéressent. C'est vrai que les missions locales, par exemple, qui font des visites sur le site de Pleudien ici, c'est intéressant parce que ça permet aux jeunes de découvrir et puis les gens qui sont là voient qu'il y a un intérêt à venir aussi découvrir des nouveaux métiers. Et puis ça fédère aussi autour d'un projet, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets comme travailler avec des ESAT. Donc dans la logistique, on a quand même la chance d'avoir un potentiel de prestation assez intéressant, que ce soit sur de l'entretien, alors d'entretien d'espace vert ou d'entretien du ménage ou des locaux. On peut quand même avoir des actions potentielles avec des prestataires qui peuvent faire partie des ZAD, par exemple. Donc, et on allait un peu plus loin sur le site de Vatry qui est à l'est de Paris. Il y a un partenariat qui s'est mis en place. Alors au début, on était sur effectivement un peu du classique sur de l'entretien, par exemple, entretien des parties communes. Et puis petit à petit, voilà, les personnes de l'ESAT étaient plutôt contentes de ce qu'ils faisaient. Et donc on a pu développer, en plus des entretiens d'espace vert, on a pu aussi proposer des retours, des prestations de retour. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre en place donc on reçoit de la marchandise, des vêtements, et il faut regarder un peu dans quel état c'est, remettre sous cello, donc dans des sachets, etc. Donc ça, c'est des prestations en fait au départ où on pense pas forcément que les ESAT sont en capacité de le faire. Et puis quand on réfléchit, on se dit tel profil, c'est vrai qu'il est bien, on pourrait peut-être lui proposer autre chose, qu'il fasse qui fasse pas juste de l'entretien, mais qui puisse faire du retour, c'est quand même intéressant, et puis ça fait voir autre chose à la personne. Donc ça permet aussi et là, il y a création de nouvelles opportunités, je l'ai mis sur la slide, c'est vrai que ça permet vraiment de se dire, en fait, chaque entreprise peut modeler un peu à sa façon ce qu'on peut faire avec les... Alors, il y a les ESAT, je parle des ESAT parce qu'on a chez CELOC beaucoup de partenariats avec les ESAT, mais il y a d'autres possibilités, d'autres structures, hein. Il y a plein de possibilités, autant que tout ce qui a été présenté avant avec les différents organismes. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas se fermer à avoir une idée. Si vous présentez ça à votre dirigeant ou dire, voilà, moi j'ai vu une présentation sur l'insertion ou l'inclusion, j'aimerais bien lancer quelque chose, mais il faut juste avoir en tête que ça peut être une activité qui peut être développée petit à petit et que
On peut se poser des questions sur aujourd'hui quelles prestations on pourrait mettre là-dedans. Et voilà, de lancer au début sur un temps, 1 heure par semaine, par exemple, et puis développer petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, sur Saint-Malo, ils font aussi le retour. Donc, il y a pas mal de choses possibles. Il y a un autre exemple qui est assez parlant, c'est la réparation de palettes, par exemple. On a sur le site de Vatry toujours, l'île aux bois, les Attes, là, elle est en capacité de réparer des palettes. On avait beaucoup de cases de palettes, et puis on s'est dit à un moment donné, est-ce que ça peut être intéressant de les mettre à réparer les palettes? Alors après, bon, on met effectivement, la mise en place d'une zone dédiée, il faut quand même bien organiser le tout autour des conditions de travail, bien sûr. Mais en fait, en parlant et en discutant avec les AT, on peut le faire, on l'a mis en place et ça se passe bien. Ça a deux bons côtés, enfin plusieurs bons côtés, c'est qu'économiquement, c'est assez intéressant aussi parce qu'on perd moins de palettes. Le côté environnemental, parce que c'est quand même aussi de la palette qui est cassée, donc on répare, donc il y a cette notion un peu de réduire et de réemployer au lieu de les jeter. Et puis cette notion de faire travailler aussi des partenaires, donc sur des tâches qui seraient peut-être pas possibles ou qu'on n'aurait pas pensé avant de se lancer, quoi. Donc c'était un peu l'objet de mon intervention. Et puis, il faut quand même garder en tête aussi qu'effectivement, ça peut faire sortir certaines personnes de leur zone de confort. Et ça, faut garder en tête, tout n'est pas rose, hein. Il y a certains profils parfois qui peuvent être un peu plus difficiles à gérer. Mais bon, après, pour rester aussi en capacité de se dire, est-ce que telle personne ou tel type de profil peuvent avoir certains types de problèmes liés à tout ce qui peut être dans leur entourage ou des problèmes personnels. Ils peuvent être dans des situations un peu difficiles. Il faut savoir être en capacité de se dire aujourd'hui, moi, je peux l'accompagner, ou en tout cas, ce qu'on lui propose, c'est du travail. Euh, Aujourd'hui, s'il y a d'autres difficultés, il faut aussi être consciente de se dire on peut le réorienter vers d'autres structures, toutes les structures qu'on a vues avant, que ce soit les SIAE ou même les conseillers Pôle emploi ou autres, et de se dire bah voilà, si tel profil correspond pas, il faut pas non plus aller trop loin et entre guillemets se positionner en sauveur, à dire mais si on peut le faire, etc. Il faut quand même garder en tête on a des activités et on doit faire notre travail consciencieusement, quoi. Donc voilà, je voulais juste alerter sur ce petit côté-là, mais en global, c'est quand même super intéressant et on a des retours régulièrement. Moi, j'ai des retours des équipes qui sont très très contents de mettre en place des nouvelles activités et en fait, ils s'approprient le sujet. Et c'est aussi un moyen d'avoir, enfin en tout cas de garder les talents et depuis de proposer, d'innover en fait sur des choses. Et je pense qu'aujourd'hui sur l'attraction, en tout cas l'attractivité et les opportunités qu'on peut avoir en entreprise, c'est quand même un levier qui est pas si complexe à mettre en place et qui permet d'innover, de mettre en place des nouvelles choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main ou poser du coup dans le chat. Moi, j'ai une petite question, c'est plus après sur dans les entrepôts notamment, tous les salariés qui du coup travaillent avec les personnes venant de l'ESAT sont du coup formés notamment à la gestion parfois des conflits ou des profils compliqués à gérer, ou est-ce que du coup c'est directement les référents inclusion qui le font? En fait, non, il y a pas de formation spécifique sur la gestion de conflits ou sur des situations un peu difficiles, on va dire. Mais en fait, c'est juste d'un point de vue managérial où en fait, c'est les managers qui sont en capacité. Tous les managers sont formés. Or, là, je parle hors inclusion. Il n'y a pas forcément c'est pas parce qu'on fait des sujets inclusifs ou des spécifiques sur l'inclusion qu'on forme nos managers. C'est d'un point de vue général, ils sont formés à la gestion de conflits, au management, aux différents types de profils avec qui ils peuvent travailler. Donc il y a pas besoin de spécifique là-dessus, mais après, en général, enfin, on a des profils qui sont pas forcément en inclusion, attention, qui peuvent être un peu
un peu difficile à gérer aussi. Donc, en fait, c'est un peu du quotidien qu'on peut avoir sur d'autres profils, que ce soit des gens en ESAT ou autre. En fait, c'est plus d'un point de vue managérial où on a une posture managériale. Et puis, s'il y a des rappels à l'ordre ou autres à faire, que ce soit des gens en ESAT ou pas, il y a pas forcément de choses, de formation spécifique là-dessus, quoi. Et puis, en fait, enfin, généralement, c'est quand même des gens qui sont motivés, en fait. Donc, globalement, on peut avoir effectivement à la marge, très rarement, des profils un peu atypiques, mais globalement, c'est quand même des gens qui ont beaucoup de motivation et qui sont toujours friands de découvrir des nouvelles choses et qui ont une énergie quand même assez importante, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une question qui est en train de s'écrire dans le chat. Ah oui, les référents, ouais. Alors, comment est-ce qu'on a choisi les référents? En fait, on a lancé un appel à candidature. On a fait une petite affiche et puis on a communiqué auprès des équipes qu'est-ce que ça allait être, la mission des référents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être référent? Bah, ça veut dire être le relais sur le terrain. Ça veut dire tous les 3 mois participer à ce fameux comité, tous les mois participer au point avec les RH, être en capacité aussi d'être identifié sur les sites, parce que c'est vrai qu'il faut que ce soit des personnes qui puissent être en capacité de répondre aux questions, pas forcément avoir peur de répondre ou de se cacher s'il y a un sujet, etc. Il faut plutôt avoir une motivation sur le sujet. En tout cas, c'était le principal, enfin, le premier prérequis pour que les gens puissent avoir envie d'être référents. Et puis derrière, il y a un petit entretien qui a été fait avec les personnes. On s'assure que le profil de la personne correspond. Et puis, ouais, on peut dire que c'est un appel à candidature avec une fiche de mission. Et puis, Merci Guillaume. D'autres questions? Moi, j'ai une dernière question, notamment du coup sur le travail avec les ESAT. Tu parlais tout à l'heure de l'entrepôt de Vatry. Et du coup, est-ce qu'en Bretagne, il y a aussi des entrepôts qui du coup font appel à des ESAT Oui, bah oui, Saint-Malo par exemple. Saint-Malo, je parlais des retours. Les retours par exemple des magasins, donc, ou les retours des clients. Il y a une partie qui est traitée, la remise sous cello, donc c'est un petit travail de contrôle qualité, et puis de remise sous. On enfile en fait, on remet le vêtement dans un emballage et on les restocke derrière. En tête, j'avais ça. Après, il y a aussi du travail avec. Alors, c'est une forme de partenariat. Ils travaillent pas au sein de l'entrepôt, mais on a des chutes de tissu aussi, donc on leur met à disposition pour qu'ils puissent dans les AT construire je crois que c'est des types de vêtements ou je sais plus quel type de vêtements c'est en précision, mais en gros, on leur fournit des petites chutes de tissu pour qu'ils puissent avoir une activité. Euh, alors, je crois on n'a pas d'espace vert sur la Bretagne, mais voilà, ça peut être des activités comme ça, donc ça peut être assez varié en fait, hein. Ça dépend de l'activité, de ce que fait l'entreprise, et puis derrière de regarder. Alors au début, c'est peut-être pas évident parce que faut en discuter avec les AT ou avec la structure, mais en fait, on se rend compte que c'est possible. Il faut juste en discuter, et puis faut aussi prendre ça comme un prestataire qui peut être un prestataire service, quoi, en fait. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer sur une petite conclusion, notamment sur comment convaincre son entreprise. C'est important de regarder au-delà du CV, notamment comme le disait Gwenola, Aurélie Est ou Guillaume Leblanc. Ces profils atypiques ont des compétences qui sont recherchées et qui peuvent être intéressants, du coup, notamment pour les métiers de la logistique du transport. Le recrutement a des coûts et un risque, mais il y a des accompagnements qui sont disponibles
pour mettre les bons dispositifs et les actions en place. Notamment, en fait, il est important d'adapter son environnement complet et de travailler à l'inclusion en fait, de ces profils atypiques. Notamment pour pouvoir faire un investissement sur l'avenir. C'est ce qu'il disait, c'est que ça, tous les acteurs de ce webinaire ont apporté, c'est vraiment que aujourd'hui, c'est du temps et ça implique la direction, mais aussi l'ensemble des salariés, mais que ça permet à l'entreprise, au fur et à mesure du temps, de vraiment avoir, entre guillemets, une plus-value et puis de pouvoir en fait travailler avec ces profils atypiques qui apporteront aussi leur valeur ajoutée. On va dire que c'est pas, malgré les accidents de vie ou les parcours compliqués de chacune et chacun de ces profils, il y a vraiment un potentiel pour recruter. Voilà. Est-ce que Gwenola, tu souhaites compléter cette conclusion? Je crois que tu as tout à fait résumé en 2 mots. Il faut se lancer. Et je crois que Guillaume l'a très bien dit, l'a très bien exprimé avec à la fois des profils des AT et puis surtout toute l'implication de toute une ligne managériale. Moi, c'est ce que je retiens. Retenir aussi de ces 2 présentations et ces témoignages, c'est vraiment l'accompagnement qui est disponible. Donc voilà, il faut aller chercher cet accompagnement. Il y aura vraiment l'accompagnement et après le parcours qui permettra en fait à toutes les entreprises de pouvoir finalement recruter ces profils, mettre en place l'inclusion dans les entreprises. Voilà. L'important, du coup, à la suite de ce webinaire, on voit qu'il y a vraiment un public qui est très large, qui demande finalement aussi un accompagnement qui va être différent à chaque fois, parce que ce ne sont pas le même profil. Mais qu'il y a des outils de recrutement qui sont disponibles et des accompagnements existants. Voilà. Il y a des entreprises qui les ont mis en place, notamment dans les métiers du transport et de la logistique, et qu'il y a aussi des structures aussi telles que celles dont parlait Aurélie Est, pour pouvoir aller chercher ces candidats-là, que chacune des entreprises va directement pouvoir aller chercher, notamment dans le milieu carcéral. Et donc voilà, notamment sur ces premiers points, qu'il y a des freins, mais que ces freins peuvent être, entre guillemets, accompagnés via les structures pour passer au-dessus et de pouvoir en fait continuer ces actions, notamment pour essayer de recruter, de fidéliser dans ces métiers-là et de pouvoir par la suite essayer d'avoir du coup moins de problématiques sur certains emplois qui sont à risque dans nos métiers. Le recrutement et la fidélisation, du coup, ça peut être aussi en lien avec les conditions de travail. Il faut savoir du coup qu'on organise un dernier événement pour l'année 2024, le 9 décembre, où on va discuter notamment du lien entre organisation du travail et conditions de travail. Donc, comment une nouvelle organisation du travail peut permettre d'améliorer les conditions de travail, notamment dans certains métiers en transport logistique ou supply chain, où on peut avoir des horaires décalés, des températures négatives, de la fatigue. Et on va pouvoir un petit peu discuter, échanger, partager dans ce dernier événement qui se tiendra à Rennes, le 9 décembre à partir de 18h au Pool, au Mabilet. Où on espère pouvoir vous accueillir nombreux et nombreuses pour discuter de ce sujet-là. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous enverrai la présentation ainsi que celle de Aurélie Est. Si vous avez des questions maintenant ou a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter. L'événement Let's Go et le projet Let's Go est du coup organisé par Bretagne Supply Chain, que j'ai quand même oublié de présenter tout au début. N'hésitez pas à venir sur notre site internet avec l'agenda de tous nos événements, notamment celui Let's Go, où vous pourrez vous inscrire.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi et bientôt un bon week-end. Et le lien d'inscription, du coup, sera directement mis dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir.